Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour Laurie, bonjour à tous. Bon, Emmanuel Macron donc qui envisage d'instaurer un devoir de visite pour les pères, Elisabeth. Oui, il le dit dans un entretien vidéo et par écrit à elle, où par ailleurs il rétropédale vaguement sur le cas de Pardieu, se soumettant ainsi à la meute qui ne lui pardonnait pas sa défense du comédien. Vous vous rappelez qu'il avait dit « il rend fier la France ». Mais le grand sujet donc de cet entretien, bon, on parlera peut-être après de la PMA, mais c'est le devoir des pères. Écoutez. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs. Et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières. Elle doit pouvoir s'assurer que le père aussi, il est auprès de l'éducation nationale, dans les réunions parents-prof quand il faut, et qu'il est partie prenante de l'éducation de l'enfant. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Alors, je passerai aimablement sur le fait qu'il dit père, mais maman, terme qui devrait, je le répéterai, sans cesse être réservé à l'usage privé. On ne dit pas la maman de machin. Pardon. Oui. Par ailleurs, il oublie tous ces pères qui sont privés de droit de visite par des mères et des juges légèrement abusifs qui considèrent que l'homme a toujours tort. Cela aussi mérite peut-être l'attention de l'État. Sinon, c'est un propos qui paraît comme ça de bon sens, parce qu'à l'évidence, les enfants issus de familles monoparentales, c'est-à-dire dans la réalité de mères seules, famille monoparentale, c'est le mot poli, ce sont des mères seules, eh bien, ces enfants risquent plus de basculer dans la délinquance, de ne pas réussir à l'école, etc., etc. Donc, comme le dit le président, un scoop, le mieux pour les enfants, c'est d'avoir un père, une mère, une famille aimante. Oui, et puis ce serait aussi super s'il n'y avait pas de guerre dans le monde, ni de maladie. Je vous sens un peu ironique, là, ce matin, Elisabeth. Oh, vous n'approuvez pas l'idée du président, là ? Eh ben non, certainement pas. D'abord, je trouve ça assez curieux de vouloir restaurer la figure paternelle quand on s'acharne par ailleurs absolument dans tous les domaines à la destituer, à abolir toute verticalité. La PMA sans père, que le président aime tant, donc qui est réservé à des couples de femmes, c'est quand même l'aboutissement de cette logique. Si vous voulez, le père disparaît de la reproduction. Derrière cette prétendue, mais surtout, c'est pas ça le plus grave, enfin si, mais ce qui me paraît encore plus grave, je dirais, c'est que derrière cette prétention du politique à se mêler de morale privée, eh bien, il y a le rêve totalitaire d'un monde délivré du mal et du mal d'ailleurs, parce que c'est un peu la même chose dans le nouvel imaginaire, le mal et le mal. Des gentils, voilà, dans ce monde idéal, des gentils parents élèvent gentiment de gentils enfants, c'est merveilleux. Eh bien, c'est un fantasme de toute puissance démiurgique. La loi peut exiger un ex à payer, elle le fait, elle peut sanctionner un homme violent, elle ne peut pas obliger les pères et les amants à aimer ou à bien se comporter. Pensez-vous vraiment d'ailleurs qu'un père qui verrait son enfant sous la contrainte lui serait si bénéfique que ça? Alors oui, bien sûr, on peut admettre que c'est mieux pour un enfant d'avoir un père et une mère, et mieux pour la plupart des mères d'avoir un père à leur côté. Bon, d'abord, c'est pas toujours vrai, il y en a qui préfèrent avoir une autre mère à leur côté, et puis il y a aussi des parents toxiques qu'il vaut mieux ne pas avoir dans sa vie. Et puis de toute façon, même si c'est vrai, même si c'est vraiment l'idéal, un papa et une maman, comme on disait à la manif pour tous, qu'est-ce que doit faire l'État? Est-ce qu'on va fournir un père et un mari aux mères seules? Non, mais on peut aller loin comme ça, je vais dire. Et donc, cette prétention de faire le bonheur des gens dans le privé est folle. Et penser que l'État peut et doit réparer les maux de la vie, eh bien, c'est justement justifier une intrusion permanente dans la vie privée. Désolé, l'échec, le ratage, l'injustice, la loterie de l'existence, eh bien oui, c'est le cœur de l'expérience humaine. Le rôle de l'État, c'est de garantir le contrat social, d'incarner pour cela l'intérêt général. Ce n'est certainement pas de nous épargner la peine de vivre. Bon, je note en tout cas l'État comme agence matrimoniale, du coup, c'est ça, oui. Oui, il va falloir fournir si vous voulez, c'est comme quand on dit le droit au bonheur, ou le droit, vous savez que dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a le droit à une vie familiale normale. Donc je propose que la Cour européenne des droits de l'homme fournisse effectivement des conjoints et des enfants normaux, et puis les chiens aussi si c'est possible, à tous les gens qui n'en ont pas pour qu'ils aient une vie familiale normale. Merci à vous Elisabeth Lévy. Bon, Elisabeth Lévy, nous sommes rejoints par Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour.
Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur du livre Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. Point d'interrogation aux éditions Michel Lafon. Arnaud Benedetti, vous avez entendu à l'instant la chronique d'Elisabeth sur cette question de transformer le droit de visite pour les pères absents en devoir de visite. Réflexion lancée par Emmanuel Macron. C'est plutôt d'ajouter l'un à l'autre, parce que c'est pas de changer l'un pour l'autre. Vous avez raison, effectivement, Elisabeth. Arnaud Benedetti, est-ce que déjà cette réflexion de la part du président de la République vous a surpris, étonné ? Non, ça ne m'a pas surpris. Si vous voulez, je partage ce que dit Elisabeth Lévy, c'est que, à proportion que l'État n'est pas capable de remplir un certain nombre de fonctions, qu'il s'agisse des fonctions régaliennes ou des fonctions stratégiques, il se mêle de plus en plus de la vie privée des individus, des gens, des familles, etc., etc. Quelque part, ça traduit la faiblesse de l'État sur ses socles fondamentaux et le fait que l'État, n'étant plus en mesure de mener des politiques publiques parfois dignes de ce nom, va se mêler de nos vies tous les jours un peu plus. C'est assez inquiétant, ce meilleur de monde qui parfois semble pointer à l'horizon. Mais après, sur le fond, que le président de la République rappelle le rôle des pères dans, j'allais dire, l'éducation et la socialisation des enfants, j'allais dire, c'est une réflexion de bon sens que tout le monde peut partager. Mais ce que l'on a envie de dire ensuite, c'est de savoir, d'accord, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, en l'occurrence ? Rappeler le devoir des pères ou exiger un devoir des pères dans l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour obliger les pères, tout simplement, comment on l'applique, quoi. Dans des familles qui sont des familles monoparentales, à assumer leur mission. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est vrai, qui n'est pas abordé et qui est quand même important aussi, c'est qu'on sait très bien que dans un certain nombre de familles, parfois, les séparations se font avec un certain nombre de difficultés et que parfois des mères peuvent s'opposer aussi à cette volonté des pères qui est exprimée aussi parfois judiciairement, et même parfois de mentir. pouvoir voir leurs enfants. Donc cet aspect-là de la question, il est totalement nié, enfin il est totalement, je veux dire, occulté dans l'interview du président de la République. Mais bon, si vous voulez, moi je pense que c'est, encore une fois, je veux dire, alors, ce qui est intéressant, c'est le support, parce qu'il prend un support de la presse féminine, donc il s'adresse aux femmes, d'une certaine manière, pour rappeler le rôle des hommes, en l'occurrence. Donc c'est véritablement, j'allais dire, de la communication macroniste telle qu'on la connaît. Il essaye de prendre peut-être le contre-pied, mais je ne suis pas sûr qu'après, c'est une réelle efficacité pour la suite, soit en termes de politique publique et dans l'opinion, je crois encore moins, en l'occurrence. Ouais. Elisabeth Lévy, oui, en termes de... est-ce que c'est applicable ou pas concrètement ? C'est vrai qu'on a du mal à l'envisager. Que ce soit applicable, si vous voulez, excusez-moi, mais il faut arrêter de croire que l'État peut élever les enfants à la place des parents. Donc il y a une aide sociale à l'enfance quand les parents ont été déclarés déchus de leur autorité paternelle ou parentale, ou que ils existent pas, qu'ils sont pas là, si vous voulez, et déjà ça marche pas. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez pouvoir entrer dans les familles et en plus c'est complètement totalitaire. Forcer ses mères, pour le coup, il y a des lois, vous payez la pension alimentaire, vous allez aller chercher les gens pour les amener à la réunion parents-prof, mais enfin, écoutez, et par ailleurs, comme je le disais dans ma chronique, si vous voulez, moi ce qui me fascine, c'est que d'un côté, c'est bien Emmanuel Macron qui s'est enthousiasmé pour la PMA pour toutes, c'est-à-dire la PMA sans père. Je me fiche que les gens... Forcément, la PMA, c'est pas forcément sans père. Il y a des PMA avec non, mais père. là, pour toutes, c'était pour les couples. Je vous assure, laissez-moi finir jusqu'au bout. Non, mais j'apporte la précision. Juste, voilà. Non, je vous parle de l'enthousiasme qu'il avait pour la PMA pour les couples de femmes. Je veux dire, ça, c'est bien. Alors, évidemment qu'il y a un père quelque part, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen, la recette de la reproduction et de la fabrication des enfants sans intervention du sexe masculin. Mais si vous voulez, vous pouvez pas d'un côté toute la journée dire que les pères c'est pas bien, qu'il faut que les enfants c'est les égaux des parents, etc. Et puis après pleurnicher en disant il y a plus de père. Oui, effectivement. Alors sur ce point précis, mais voilà, je rappelais effectivement que la PMA ça peut être aussi avec un papa et une maman. C'est une question également. Un père et une mère, vous voulez dire. De fertilité. Oui, j'ai compris. Mais je suis pas le président de la République. C'est vrai. Voilà, c'est une chance pour moi, pour la France. Allez, Arnaud Benedetti, là-dessus, vous vouliez réagir sur cette ambivalence. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiguïté du côté d'Emmanuel Macron, comme d'habitude, parce que, par exemple, prenons le cas de la GPA, sujet
qu'un certain nombre de membres de son gouvernement veulent mettre sur la table. Je le rappelle, ou en tout cas de proches d'Emmanuel Macron. Clément Beaune est favorable à la GPA. Je crois que Gabriel Attal, le Premier ministre, n'est pas non plus tout à fait hostile à la GPA. Quelle est la ligne politique d'Emmanuel Macron? Certes, il dit s'y opposer, mais dans son propre camp, on voit qu'il y a finalement des avis qui sont assez divergents de celui du président de la République. Le problème, c'est que, si vous voulez, le président de la République, il a été élu en 2017 sur une ligne qui se voulait progressiste, néo-progressiste. Enfin, ce qu'ils appellent le progressisme, qui n'est pas forcément d'ailleurs un progrès en l'occurrence. Et donc, tout ce fondement sociétal, il est à l'origine, d'une certaine façon, du macronisme. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est en train toujours d'être sur une ligne de crête où il essaye de donner des gages à tout le monde. Et finalement, en donnant des gages à tout le monde, son discours devient assez inaudible. Parce que tout simplement, Macron fonctionne comme il a toujours fonctionné. Il considère que le marché électoral est, j'allais dire, très segmenté. Et il s'adresse aux différents segments de l'opinion en fonction des supports qu'il choisit pour communiquer ou des circonstances qu'il choisit pour communiquer. Ce qui fait que, en fait, quand on a un discours qui apparaît très souvent, en l'occurrence, assez inaudible. Ouais, c'est le en même temps, quoi. Pourtant, sur la... Oui, c'est ce qu'on appelle le en même temps, en effet, oui. Oui, voilà, pour reprendre un peu moi l'expression. Moi, j'appelle ça une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Vous voyez, je dis aussi papa et maman, là. Voilà, Juste, alors, sur la GPA, sur la gestation pour autrui, alors voilà, c'est faire appel, en gros, avoir recours à une mère porteuse. Je le trouve plutôt clair. Emmanuel Macron, il dit, pas question, finalement, de l'autoriser, cette gestation pour autrui. On nous avait dit la même chose pour la PMA. J'y crois absolument pas. Quand on a fait le mariage pour tous, on a dit PMA, non. Mais ce qui me frappe, pardonnez-moi, c'est que quand il parle de démographie et de la nécessité de relancer la natalité, de quoi parle-t-il? De la PMA. C'est-à-dire que dans son imaginaire, je reviens à mon idée, si vous voulez, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec la PMA et la GPA? Pourquoi, pour moi, ce sont des phénomènes qui vont bien plus loin que des techniques médicales? C'est parce qu'elles permettent la reproduction sans sexe. Elles permettent la reproduction sans la rencontre avec l'autre sexe. La rencontre se fait dans un tube à essai. L'altérité. Comment? Voilà. Et donc, l'altérité. Voilà. Non, mais vous pouvez être deux femmes ou deux hommes. Alors les hommes encore, ils voient la mère porteuse souvent. Ils la voient. C'est une femme qui existe. Dans le cas du donneur de sperme, si vous voulez, c'est un tube à essai, il n'existe pas. Et je suis quand même frappée par le fait que quand il parle de réarmement moral, il parle tout de suite de PMA, c'est-à-dire on va industrialiser la fabrication des enfants. Excusez-moi, je suis quand même un peu sceptique sur tout ce progressisme échevelé. Arnaud Benedetti, vous êtes aussi sceptique pour conclure sur ce sujet? C'est-à-dire qu'en fait, ça touche quand même à des questions qui sont d'ordre anthropologique. Tout ça, à partir de quel moment la technique, on a le droit d'utiliser la technique pour changer un ordre anthropologique qui est quand même un ordre anthropologique qui, depuis que l'humanité est l'humanité, opère comme il opère. Ça, c'est une vraie question. Il y a une espèce, j'allais dire, de fascination pour la technique qui, parfois, doit nous amener à réfléchir. Et je rejoins là ce que dit Elisabeth Lévy, c'est que, finalement, on voit que tout ce qui a été, in fine, projeté techniquement, pose en effet un certain nombre de questionnements éthiques à un moment donné, mais est in fine toujours validé et avalisé 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. C'est ce que disait Jacques Ellul, vous savez, qui a beaucoup réfléchi sur la technique dans les années 60 et 70. Il disait, qu'est-ce que sont les comités d'éthique? In fine, ce sont des jardins d'acclimatation qui permettent à un moment donné à une technique de devenir, j'allais dire, d'usage courant et accepté par le politique et par la société. Arnaud Benedetti, Elisabeth Lévy, vous restez avec nous, on poursuit les débats, on va changer de sujet, on va parler des universités occupées, mouvement pro-palestinien de la part des étudiants, avec un certain nombre d'évacuations qui ont déjà été décidées. Eh bien, on réagit, on en parle dans un instant, vous voulez bien? Allez. Avec joie. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.